Alors, aujourd'hui, c'est une date quand même spéciale puisque nous fêtons 120 années d'existence de la loi du 9 décembre 1905. Eh ouais, ça tombe aujourd'hui. C'est le rapport du calendrier, mais néanmoins, c'est ça. La loi sur la laïcité comme principe fondamental de la République française, cette fameuse loi de séparation des églises et de l'État. Elle demeure un pilier de la vie démocratique française. Un principe qui est cher au centre Edmond Flegg, car on y parle de cohésion sociale, en préservant un espace public commun où les convictions de chacun peuvent coexister pacifiquement. Le centre Edmond Flegg, à Marseille, résonne comme une maison de mots et de mémoire, un lieu où les voix se croisent, se reconnaissent. On y entre comme on ouvrirait un livre ancien, avec respect, mais aussi avec la curiosité de découvrir ce qui relie les êtres entre eux. Dans cette salle, la culture circule, portant en elle des récits, des identités partagées, des chants qui ne s'effacent pas. On apprend que la rencontre est un art et que l'on peut tresser des ponts entre les générations, entre les histoires, les sensibilités. C'est un lieu où l'on cultive la lumière, celle de l'esprit, du dialogue, de la transmission, au cœur d'une ville qui a toujours aimé mêler les horizons. Poétique, vivant, le centre Edmond Flegg ressemble à une flamme tranquille qui veille, éclaire et rassemble. Ce soir, nous allons convoquer le passé, sans omettre le présent, le futur. Pour démarrer cette soirée, eh bien, nous avons demandé, il a accepté avec énormément de gentillesse de venir prêter sa voix à certains textes. Et le premier texte que nous avions envie qu'il nous lise, c'est pas un texte, c'est une lettre. C'est une lettre que Luz nous avait adressée, puisqu'à l'époque, le 10 mai 2023 plus exactement, nous faisions une exposition au centre Edmond Flegg avec les planches de la bande dessinée Ô vous frères humains, d'après l'œuvre d'Albert Cohen, qu'il avait mis en dessin. Il n'a pas pu venir parce que depuis 2015, eh bien, on va dire que c'est un petit peu difficile pour lui. Et il nous a envoyé une lettre magnifique, vraiment une très très belle lettre. Et je voulais que donc Olivier Citreux, qui est acteur et qu'on ne présente plus, eh bien, monte sur scène tranquillement pour nous déclamer cette lettre. Pardon, est-ce que ça vous ennuie si j'essaye de le faire sans micro? Ça vous va, hein, vous l'entendez? Et même les gens au fond, hein. Ok, super. Merci. Je vais te laisser le micro. Je voudrais juste rappeler que Luce était dans la rédaction de Charlie Hebdo. Peut-être que des gens ne le savent pas. Et donc voilà, il est très très marqué. Il se trouve que moi, je répétais dans le théâtre qui était en face de Charlie Hebdo. Et que donc on a, dans ce théâtre, récupéré tous les escapés, entre guillemets, et tous les gens impliqués dans Charlie Hebdo. Donc ça, c'était aussi, pas pour moi, un moment important aussi, parce que je me souviens très très bien de ce jour-là aussi. C'est un immense honneur pour moi d'être exposé à partir de ce jour au centre Edmond Flegg, Marseille, que je connais surtout via le livre d'Albert Cohen, Ô vous frères humains, dont j'ai fait l'adaptation il y a une poignée d'années. Malheureusement, je ne peux être des vôtres aujourd'hui pour des raisons allant à l'encontre de ma volonté. Cependant, les planches qui vous entourent me permettent d'être un peu parmi vous. Albert Cohen aussi est présent dans cette exposition, ce jour de 10 mai. Cela va vous sembler un peu naïf, mais je crois que nous avons tendance à oublier que la vie est faite de jours. De jours ensoleillés, pluvieux, gris ou joyeux. De jours interminables ou fugaces, précieux ou perdus. De jours oubliés ou marquants. Ô vous, frères humains, l'ouvrage autobiographique d'Albert Cohen raconte le jour où, à 10 ans, il fut percuté à vie par l'antisémitisme d'un bonimenteur. Un jour indélébile dans la vie d'Albert Cohen. Ce livre, pour la première fois à l'âge âgé de 15 ans, je ne savais pas qu'il allait faire écho 3 dizaines d'années plus tard à un jour particulier de ma vie. Un jour de janvier 2015, où moi et tant d'autres avons été percutés par la haine, suivis par 2 autres jours. Des jours de haine antisémite. Des jours indélébiles pour nombre d'entre nous. Nous tâchons de ne pas oublier ces jours de janvier, le 7, 8 et 9.
Ce jour de juillet, le 14, à Nice, ou encore ce jour de novembre, le 13, et tant d'autres. Mais surtout, n'oublions pas que la vie est faite de jours comme celui-ci, ce 10. Un jour simple et beau. Un jour où une poignée d'êtres humains va rire, pleurer, échanger autour de quelques planches de bande dessinée réalisées par d'autres êtres humains. Un jour qui lui aussi mérite d'être marquant, indélébile. Un jour important, un 10. Un enfant juif rencontre la haine le jour de ses 10 ans. J'ai été cet enfant, résume Albert Cohen. C'était un jour de 1905. Albert Présent est présent ce jour-ci, ce mercredi 10 mai 2023, non seulement dans les planches qui vous entourent, mais aussi dans l'assistance. Car il y a un enfant de 10 ans, blotti dans le cœur de chacun de nous, qui cherche encore à comprendre. Je vous remercie. Merci beaucoup Olivier, on se retrouvera tout au long de cette soirée puisqu'il y a d'autres textes que vous allez nous lire, mais pour le moment, eh bien, nous allons regarder un film, nous allons nous projeter dans le passé et vous allez comprendre ce soir comment le centre Edmond Flegg est né, pourquoi il est né, comment de centre communautaire il a évolué en centre socio-culturel. Beaucoup d'acteurs de ce film, d'anciens présidents, et qui ont marqué leur époque, sont présents. Il a été réalisé par l'association Massalia Memory Cloud, avec Yohanan Roberec et Alain Ezrati, que je salue, qui est ici dans la salle et qui nous a vraiment poussé, il nous a vraiment titillé pour vraiment qu'on dise tous beaucoup de choses. Donc je vous propose d'éteindre la lumière et de rentrer au cœur du centre Edmond Flegg à travers ce film. J'ai été à la fois ému et très heureux de replonger dans l'aventure du centre Edmond Flegg. Moi, je crois que le centre Flegg a toujours été au cœur de la vie juive à Marseille. Et qu'au fond, il fallait bien qu'il y ait un lieu qui incarne une manière d'être juif. C'est l'image de l'évolution de Marseille et de la communauté juive à Marseille et qui s'ouvre sur la cité. En fait, le centre Flegg, c'est une belle histoire d'amour. Je vous souhaite beaucoup de succès. Du plus religieux au moins religieux, sentent que Flegg, c'est leur maison. Ils recherchent une personne pour s'occuper d'un centre d'animation pour jeunes. Et à Marseille, il a été royalement reçu. C'était une maison de maître, mais enfin, il y avait des travaux à faire. Quand je suis arrivé, Flegg n'existait pas. Il y avait une association des centres culturels, les maisons de jeunes de Marseille, ACC-MJM. Et l'ACC-MJM avait 2 lieux. Un lieu au Parc Fleury et le centre communautaire de Marseille. Le sous-sol, c'était un garage pour réceptionner des calèches. Il avait trouvé une ancienne écurie à l'Impasse Dragon. Et donc, on campait carrément là-bas. Le Fonds social était, à cette époque-là, dirigé par un homme remarquable qui s'appelait Sami Castro. On rentrait plus ou moins tous d'Algérie, de Tunisie, du Maroc. On avait un point de chute pour se retrouver et ça, c'était exceptionnel. Et ils avaient besoin de se rassembler parce qu'ils avaient tout perdu. Donc ça a été un moyen pour eux de se retrouver en famille. C'était un lieu d'accueil, d'intégration. Hubert Zana a été un des pionniers de cette communauté juive, sur la place des Juifs dans la cité, sur la culture. Avec Hubert, on a eu des formateurs de talent, il nous a fait venir des types exceptionnels à Marseille pour nous apprendre l'animation. On était vraiment en pleine ouverture. C'était le lieu central de la communauté, il y avait le centre communautaire. L'écurie avait été financée par le Bnei Brit, et puis bien sûr le Fonds social juif unifié. Et le Joint avait fait ce lien avec le Fonds social. C'était un lieu à la fois social et culturel. On avait un grand frère, Roland Amselem. Et Roland était notre relais vis-à-vis des pouvoirs publics. Et donc on fait les premiers travaux. Et on fait un beau centre communautaire. On fait l'étage avec la cuisine, les bureaux. Et c'est là que ACCMJM disparaît.
et que nous cherchons un nom, et puis on n'a rien trouvé de mieux qu'Edmond Flegg. La fidélité conduit à la fidélité. L'amour conduit à l'amour. Soyez des hommes de l'amour et de la fidélité. De tous les amours, de toutes les fidélités. Poète, dramaturge, romancier et philosophe, il consacre sa vie à approfondir la connaissance du judaïsme et à le transmettre. L'affaire Dreyfus, en 1894, alors qu'il a 20 ans, sera le révélateur de sa judéité, puis de son engagement sioniste. Croix de guerre 1914-1918 est né à Genève, il sera naturalisé français en 1921. En 1927, il publie « Pourquoi je suis juif ». Il y exprime l'importance du retour au judaïsme. Edmond Flegg et Madeleine Bernheim, son épouse, perdront leurs 2 fils en 1939. Sa vie sera alors consacrée à l'influence spirituelle des enfants des EIF et de leurs cadres qu'il considère comme ses enfants adoptifs. Il crée l'amitié judéo-chrétienne et sera membre du colloque des intellectuels juifs de langue française. Edmond Fleggenheimer décède à Paris à l'âge de 83 ans en 1963. Le livre Edmond Flegg, l'enfant prophète, est un recueil impressionnant de ses œuvres. Et là, ça prend forme et on commence à avoir beaucoup de fierté d'avoir ce lieu à nous. C'était un lieu de regroupement et c'était un lieu d'aide. C'est la grande époque du centre communautaire comme base de l'UEJF. Les étudiants se retrouvaient là, c'est comme ça qu'il y a eu un restaurant cachère aussi. C'était aussi un lieu social. C'était vraiment un creuset de jeunes, etc. J'ai dirigé le centre Edmond Flegg de 1975 à fin 1979. Nous avons monté une troupe théâtrale et notamment le Dibouk. Il y a eu des repas shabbatiques, des sédarim de Pessah. Le grand rabbin Citruc est arrivé à Marseille à cette époque. Il y a eu des conférences un mardi soir par mois. En janvier 81, j'ai commencé à travailler pour le Fonds social juif unifié et en particulier pour les centres communautaires. Et l'activité centre aérée s'est organisée d'une manière assez incroyable. C'est qu'il y a eu une demande énorme. Le 1er mai, on faisait une grande journée champêtre à Hyères. C'est une époque où on avait des ateliers qui touchaient des ados et on ouvre un cyberespace communautaire, qu'on dédie une salle à ça, qu'on appelle l'antre du dragon. Et après avoir tâtonné, essayé plein de trucs, même d'un point de vue du graphisme, faire évoluer, s'intéresser à la PAO, etc. L'autre aspect qui me semblait très important, c'était de recréer du lien entre les générations. Il me semblait que le centre communautaire devait être le lieu où s'articulaient des publics, des associations, des organisations. Donc les activités régulières, c'était un club de livres, c'était un Ulpan d'hébreu, des cours de théâtre, il y avait beaucoup d'activités régulières et chaque activité avait son animateur bénévole qui l'organisait. On avait des activités des clubs de l'amitié qui étaient une activité de la coopération féminine qu'on accueillait. Et donc il y avait des partenariats avec le CASIM. Il y avait une mutualisation des différents services du FSJU à l'intérieur de Flegg. C'est une époque où on a presque tous les publics sauf les jeunes adultes. Et on raccroche avec les jeunes parents. Il y avait les enfants, les parents, les grands-parents. Nous avions besoin, de grandir, donc il fallait que le centre se construise pour pouvoir passer à autre chose. À l'époque, le directeur régional, c'était Hubert Zana. C'est avec lui qu'on travaillait, on était des professionnels du Fonds social juif unifié. C'était vraiment la grande époque des centres communautaires. Donc, on travaillait ensemble parce qu'on était réunis, parce qu'on faisait des programmes communs. Nos activités ne se passaient pas au centre communautaire. On est allé dans des théâtres comme l'Odéon, la petite salle du théâtre de la Criée, des salles d'exposition, de galeries de peinture. C'est aussi le moment où il y avait les radios qui sont créées. L'interaction entre Radio JM et le Centre Flegg, elle est énorme. On veut que ce soit les autres communautés aussi qui viennent et qui regardent avec nous, qui échangent avec nous. Donc d'où des dialogues et des rencontres avec les communautés arméniennes, grecques. Le Centre Flegg a commencé à s'ouvrir à la Cité. On terminait d'ailleurs notre semaine de la culture par un grand rassemblement interculturel avec les autres communautés qui font Marseille, puisque Marseille est une ville pluriculturelle. C'est très intéressant de voir qu'à l'époque, les institutions, conseil départemental, mairie, conseil régional, étaient très favorables au développement des cultures, identitaires. Les envies de montrer par exemple Marseille comme une ville de cohabitation, de partage. C'est l'arrivée, à ce moment-là, de Marseille-Espérance. Et évidemment, la première personne qu'on vient chercher à Marseille-Espérance, c'est le Centre Flegg. Il y avait aussi des conférences où il nous semblait pertinent de poser la problématique, comme par exemple lorsqu'il y a eu la première femme rabbin
en France, dans la communauté libérale. Pauline Bell, Mireille, la femme du grand rabbin Warszawski, a accepté de venir. Et ça a été un moment vraiment très riche et très fort, de discussion, d'argumentation. Pour moi, c'était la vocation du centre. À l'époque, on était aussi, le Centre Flegg, une sorte de centre culturel israélien qui disait pas son nom, pour développer à cette époque de la culture israélienne. C'est comme ça qu'on a reçu des tas de chanteurs israéliens qui sont devenus après extrêmement connus. C'est comme ça qu'on a commencé l'aventure du Festival du film israélien, des auteurs, de bandes dessinées, etc. Donc ce festival qui s'appelait Expression, culture et art juif, ça a été quelque chose de très important. On peut faire d'un côté un festival de culture pendant une semaine, et on peut faire un festival du film. On développe ce programme où pendant une semaine, on a des expos, on a des conférences, on a de la musique, on a du film évidemment. On a toutes sortes d'arts et d'artistes. On essaye des choses un peu classiques et des choses très expérimentales à l'intérieur du bâtiment et à l'extérieur du bâtiment avec des partenariats. Et on a surtout conquis un public non juif à qui on a expliqué que le judaïsme, c'était pas seulement la Shoah et l'antisémitisme, mais c'est aussi de la poésie, de la littérature israélienne, des choses très positives. Martine Yanak a énormément développé de choses autour du patrimoine juif, de l'histoire juive. Et Martine, c'était vraiment raconter des histoires juives que personne connaît, de juifs à travers le monde. Moi, ce que je voudrais surtout dire sur Martine, c'est la quantité de travail qu'elle faisait. Elle a été une des premières à tisser des liens très étroits avec tout le monde associatif non juif. Elle n'avait pas peur d'aller voir les autres communautés, de mélanger tout le monde. Quelqu'un d'autre que Martine n'aurait jamais fait Jérusalem en chœur. Tous enfants d'Abraham, c'était des choses impossibles. Si on parle d'exposition, moi je retiens les Juifs d'Afrique noire. On la faisait donc avec la communauté africaine marseillaise. C'est vrai que cette exposition sur les costumes femmes, de 1850 à 1900, m'avait marqué, mais avait marqué tout le public qui était quand même venu pour ça. Dans l'association Tous enfants d'Abraham, on a réussi à travailler sur Jérusalem. C'est le sujet qui fâche, c'est le sujet pour lequel on fait des guerres. Et là, on a fait travailler toutes les communautés de Marseille, pas sous l'angle religieux, mais sur l'angle culturel. Arriver à ouvrir la porte, et c'était vraiment le grand travail qu'a fait Martine, c'est celui-là. Finalement, qu'est-ce qui pouvait nous rassembler ? À travers toutes nos divisions, c'est un amour partagé pour Jérusalem. Elle avait fait une leçon inaugurale avec Gilles Bernheim. Elle a reçu Delphine Orviller. La Corse a accueilli des Juifs qui venaient de l'Empire ottoman, ça ne se savait pas, et ça a donné lieu à une fantastique exposition. On l'a inaugurée à Bastia, en partenariat avec des Corses des Bouches-du-Rhône. Ça a été vraiment sa spécialité de nous faire voyager à travers le monde de l'identité juive, même chez les pirates. Il y avait, la programmation était toujours liée à l'actualité ou à l'influence du moment. Une programmation, c'est aussi quelque chose qui est dans l'air du temps. Des grands moments de la vie juive, des grands moments de la société française et de Marseille. Le 11 septembre, la rue des Rosiers, l'attentat de la rue Copernic, qui viennent influencer les programmes. Rappelez-vous, dans les années 80, il y avait toute l'histoire des Juifs du RSS. Immanquablement, on s'est intéressé à ça. Être toujours dans l'actualité. Flegg se doit de rebondir lorsqu'il se passe des événements. Je tiens beaucoup à ce que nous réagissions. On a fait un colloque sur l'antisémitisme, sur les femmes et sur l'actualité, bien sûr, avec les événements du 7 octobre. C'est pas du premier jour au dernier jour la même histoire, la même chose. On évolue. C'est aussi une époque de changement communautaire important. Ce bâtiment-là, on va le doubler vers le haut. Le Fonds social prend la main juste pour des raisons, j'allais dire, techniques. C'est une époque où, alors qu'il y avait juste un interphone, tout d'un coup on commence à installer des sas, etc. parce que l'époque a changé, et il y a eu des attentats. Le Centre Flegg rentre dans quelque chose de plus grand, donc il doit s'insérer dans une autre logique. Tout d'un coup, il se retrouve avec son institution de tutelle, qui est le Fonds social juif unifié, et même au sein du couple FSJU Centre Flegg, cohabitent deux logiques. Une logique institutionnelle et de l'autre côté, un centre culturel. Il y avait le restaurant, mais le restaurant a été complètement refait. Et ça ne correspondait plus aux besoins puisqu'il y avait d'autres offres communautaires, d'autres offres commerciales de restaurants. Ce changement-là marque un changement d'époque. D'époque dans la communauté, d'époque dans la société. On a refait l'identité graphique
On a mis en place un nouveau site. Karine a pu bénéficier de formations, notamment grâce au fonds Myriam en matière de réseaux sociaux. L'autre élément très important, c'est que je suis le président du Covid. On a réussi à franchir cette étape, notamment en poussant à la digitalisation des contenus. Et donc, Flegg est rentré dans cette modernité via la pandémie. Il était quand même de notre devoir en tant que juifs d'appréhender des phénomènes sociétaux, même à travers les rencontres littéraires, une fois par an, l'organisation d'un gros colloque. Là, cette année, on va en faire un sur les traces de Léon Blum, recevoir Riss de Charlie Hebdo pour une longue conférence où on a pu croiser le public du Centre Edmond Flegg avec le public de Charlie Hebdo. C'était un moment très, très impressionnant. Nous avons évidemment d'excellents rapports avec la région sud, le conseil départemental. Ce sont des personnes qui croient en nous, qui nous ont toujours suivis. On a d'excellents rapports aussi avec la mairie de Marseille, puisque pour un projet qui tient à cœur à notre présidente Gariveau, qui est le jardin du bien universel, en 2025, on aura l'honneur de pouvoir inaugurer au parc du 26e centenaire une parcelle dédiée au Centre Edmond Flegg et à ce jardin du bien universel. Je me suis fixé 5 objectifs. Je mettrai quand même en avant l'universalisme. Pas être ouvert sur l'autre, mais être ouvert sur l'ensemble de la planète. Ensuite, il y a bien sûr le patrimoine, la culture en soi, l'actualité. Et enfin, le 5e point, bien sûr, c'est Israël. Souvent, le juif, dans la littérature yiddish, est représenté avec un violon et pas un autre instrument de musique. C'est parce que le violon, c'est le seul instrument qu'on peut apporter avec soi, là où on va. Alors, je sais pas si on sera là où on est, c'est-à-dire là où a été fondé Flegg, en tant que centre communautaire. Ce qui est important, c'est d'être là. On va appeler tout de suite, je vais appeler l'actuelle présidente du Centre Edmond Flegg, Madame Evelyne Citruc. Très impressionnée. Ce soir, j'avais l'intention de venir avec des ciseaux pour couper mon bracelet que je porte depuis 794 jours. Hélas, je suis obligée de commencer cette soirée comme nous le faisons chaque fois depuis plus de 2 ans, tant qu'il reste encore ne serait-ce qu'un seul otage. Et nous pensons ce soir très fort à la famille qui attend depuis 794 jours le retour de la dépouille de Ran Gvili, tué le 7 octobre 2023, pour qu'ils puissent organiser ses funérailles et commencer leur deuil. Israël pourra ouvrir une nouvelle page que nous souhaitons vers la paix. Ad Achatouf Acharon, jusqu'au dernier. Je vous inviterai à venir m'aider à couper le bracelet dans pas longtemps, j'espère. Je vais commencer par vous remercier tous d'être là ce soir. C'est avec beaucoup d'émotion. Je vais commencer par remercier l'UNESTOA, le Fonds social juif unifié. Nous sommes ici dans ce bâtiment, dans cette... On a hésité, on a dit on va louer une grande salle, regardez comme on est à l'étroit, mais il nous semblait naturel de le faire ici, là où est né Flegg, et là où nous resterons, même si ce n'est pas nos locaux, c'est les locaux de tout le monde et de toute la communauté. Merci Lionel et merci le Fonds social juif unifié. Je remercie aussi Bruno Benjamin, président du CRIF, qui est là, bien sûr, comme ami, mais même quand il n'était pas président, il nous suivait à Flegg. Et on sait qu'on pourra toujours compter sur lui. Le Kazim, avec qui nous sommes partenaires,
qui est représentée aujourd'hui par sa présidente Marie-Hélène Lauder et par mon amie tellement chère Myriam Sobol. Nos contributeurs, nos associés depuis toujours, la ville de Marseille, représentée par Marie-Hélène Amselem, le conseil départemental, le conseil régional qui est venu en force aujourd'hui. Je vous remercie, Romain Simarano, Bruno Ganzana et Ludovic qui sont venus ce soir en force, et je vous remercie très chaleureusement de nous soutenir depuis tant d'années. Il reste encore, voilà, je voudrais aussi remercier le Marseille Memory Cloud avec son président, ici présent, qui a fait ils ont fait un excellent travail. Je vais vous présenter cette association. De secondes, quelques notes, mais je ne sais plus où. Je vais demander carrément à Alain de venir lui-même présenter, mais en deux mots, s'il te plaît. Parce que je voudrais commencer mon discours. Je sais. J'ai pris des notes, mais je préfère que tu présentes toi-même. Oui, en deux mots, très rapidement. Marseille Memory Cloud est une association mémorielle qui s'occupe de ramasser, de collecter et de mettre sur un site internet les souvenirs de toutes les familles juives, quelles que soient leurs origines, et qui ont vécu à Marseille. Elle s'occupe également de mettre en valeur les archives de chaque association communautaire, et bien sûr le centre Fleg était important à mettre en scène, et nous avons le plaisir et grâce à vous l'honneur de vous présenter ce travail. Voilà, je vous remercie beaucoup. Donc je peux commencer mon discours maintenant. Alors, je vais tout simplement dire, chers amis, nous sommes réunis ce soir pour célébrer un anniversaire important, je veux dire précieux. Les 60 ans du Centre culturel Edmond Fleg, le Centre culturel juif de Marseille. 60 années d'histoire de cette ville et de cette communauté. Toujours emmenés au gré des événements de l'actualité, de l'évolution de la société, à se transformer, à réagir aux événements. 60 ans de rencontres, de défis, d'engagement au cœur d'une ville qui incarne à elle seule le dialogue des cultures et l'ouverture au monde. Dans un contexte international marqué par l'instabilité, par les incertitudes et parfois par la peur, la culture apparaît plus que jamais comme une force fragile. Fragile car elle nécessite d'être constamment défendue, soutenue et réinventée. Fragile car elle est faite de transmissions, de mémoires, de récits qui peuvent s'effacer si nous cessons d'y croire et si nous sommes contraints de nous taire. Étudier, c'est discuter. Mais cette fragilité est aussi une grande responsabilité, celle de protéger les valeurs qui forment notre identité et notre humanité. La culture juive, riche de milliers d'années d'histoire, porte en elle les notions de résilience, de savoir, de questionnement et de lumière. Cette lumière que nous allons célébrer dans quelques jours à l'occasion de la fête de Hanouka et qui rappelle qu'une toute petite lueur et que d'une petite flamme peut jaillir des feux d'artifice qui éclaireront le monde. Cette lumière nous rappelle que transmettre, c'est exister. Étudier, c'est discuter, se confronter, échanger. Et c'est de là que jaillit toujours la lumière. Chaque génération est dépositaire d'un patrimoine qu'elle doit chérir et transmettre à son tour. Ici, au Centre culturel juif de Marseille, à Fleg, nous avons su opérer notre mutation. Nous avons toujours, comme vous l'avez vu à travers ce film, su nous adapter. De centres communautaires fondés avec l'aide du Fonds social juif unifié, du Joint, de la Bnei, nous sommes passés à un centre culturel. De cette urgence d'offrir aux Juifs rapatriés d'Afrique du Nord un lieu chaleureux de rencontres où jeunes et anciens se côtoyaient, nous sommes devenus un centre de culture. L'adaptation, l'intégration, la création des synagogues et de communautés a fait son œuvre et nous sommes passés à d'autres étapes. Et nous saurons encore évoluer afin de toujours exister. Le Centre culturel juif de Marseille porte le nom de l'homme qui a su donner au judaïsme de France ses lettres de noblesse au sein de la République.
Porter ce nom, Edmond Flegg, nous oblige à incarner son message, qu'il exprime si bien dans son célèbre « Pourquoi je suis juif ». J'ai tiré quelques vers qui s'adaptent bien à notre centre culturel. Je suis juif parce que la promesse d'Israël est la promesse universelle. Je suis juif parce qu'en tout temps, excusez-moi. Je suis juif parce qu'en temps où on crie la désespérance, le juif espère. Je suis juif parce que pour Israël, l'homme n'est pas créé, l'homme le crée. Je suis juif parce que la parole d'Israël est la plus ancienne et la plus nouvelle. Je suis juif parce que le monde n'est pas achevé et c'est l'homme qui va l'achever. Nous essayons chaque jour de mériter d'être dignes du nom de ce grand homme, ses messages. Dans une bibliothèque, un cours, un spectacle, dans un chant, une langue, une fête, une exposition, une rencontre littéraire, un débat, un colloque. Dans un regard échangé, dans la main tendue d'un bénévole, dans l'accueil d'un public curieux, qu'il soit juif ou non. L'expression de la culture est vaste, multiple. L'art, l'éducation, la spiritualité, la cuisine, le théâtre, la musique, la mémoire, les voyages, toutes trouvent ici leur place. Toutes sont vibrantes et nourrissent ce que nous sommes. Le centre est également un espace de dialogue, un lieu où l'on se rencontre, où l'on discute, où l'on découvre l'autre. Parce que vivre ensemble ne va jamais de soi. C'est un effort, un choix, un engagement et une volonté. Et Flegg choisit depuis 60 ans de construire des ponts, de faire de la culture un souffle qui unit plutôt qu'un mur qui sépare. Aujourd'hui, nous célébrons pas seulement un anniversaire, nous célébrons une mission, celle de garder vivante la culture juive à Marseille, celle de transmettre un héritage immense avec audace et joie, celle de rester fidèle à ce qui fonde tout en ouvrant nos portes au monde, à tous ceux qui ont porté cette aventure, ceux qui sont présents, ceux qui ne sont plus là, ceux qui n'ont pas pu se déplacer, et ceux qui portent aujourd'hui à ceux qui continuent demain. Merci. Je vais m'interrompre pour remercier tout particulièrement Karine et Paul qui sont chantés sans arrêt. Je voudrais également remercier Jean-Jacques Zenou et Radio JM, puisque nous occupons les mêmes lieux et c'est aussi quelque chose qui nous réunit. Et le diocèse de Marseille, qui était représenté par Alexis Leproux, qui a dû partir. Donc je termine simplement que ce centre continue d'être un phare dans la cité, cette belle ville de Marseille, cette belle région, un refuge pour la mémoire, un moteur pour la création, un lieu d'échange et de fraternité. Joyeux anniversaire au Centre culturel juif de Marseille et longue vie à la culture, à sa transmission et à son avenir. Un texte de Victor Hugo, mais c'est pas le Victor Hugo romanesque, c'est pas le Victor Hugo des Misérables, c'est pas celui qui dit sauvons la liberté sauvera le reste. On parle d'un discours qu'il avait prononcé à l'Assemblée nationale. Oui, pardon, je vais enlever ce micro. On va partir avec. Oui, je sais pas. En fait, moi, je ne le savais pas avant de tomber sur ce texte. Je ne savais pas que Victor Hugo avait été député. Je l'avais complètement zappé. Pour moi, c'était un auteur de poésie et romancier, mais pas du tout un homme politique. Et ben, il était un homme politique. Et il a donc fait des discours à l'Assemblée nationale. Et celui-là est assez marquant et rejoint exactement le discours de Evelyne, donc ça tombe bien. Je vais vous le dire. C'était en 1848, je ne sais pas le 1840. jour. Mais je ne sais pas le jour. C'est en novembre 1848, un discours prononcé devant l'Assemblée nationale. Un mardi, sûrement. Un mardi, tout à fait. Personne plus que moi, messieurs, n'est pénétré de la nécessité, de l'urgente nécessité d'alléger le budget. J'ai déjà voté et continuerai de voter la plupart des réductions proposées, à l'exception de celles qui me paraîtraient tarir les sources mêmes de la vie publique et de celles qui, à côté d'une amélioration financière douteuse, me présenteraient une faute politique certaine. C'est dans cette dernière catégorie que je range les réductions proposées par le comité des finances
sur ce que j'appellerais le budget spécial des lettres, des sciences et des arts. Que penseriez-vous, messieurs, d'un particulier qui aurait 500 francs de revenus, qui consacrerait tous les ans à sa culture intellectuelle pour les sciences, les lettres et les arts une somme bien modeste, 5 francs, et qui, dans un jour de réforme, voudrait économiser sur son intelligence 6 sous. Voilà, messieurs, la mesure exacte de l'économie proposée. Eh bien, ce que vous ne conseillez pas à un particulier, au dernier des habitants d'un pays civilisé, on ose le conseiller à la France. Je viens de vous montrer à quel point l'économie serait petite, je vais vous montrer maintenant combien le ravage serait grand. Ce système d'économie ébranle d'un seul coup tout net cet ensemble d'institutions civilisatrices qui est, pour ainsi dire, la base du développement de la pensée française. Et quel moment choisit-on? C'est ici, à mon sens, la faute politique grave que je vous signalais en commençant. Quel moment choisit-on pour mettre en question toutes les institutions à la fois? Le moment où elles sont plus nécessaires que jamais. Le moment où, loin de les restreindre, il faudrait les étendre et les élargir. Et quel est en effet, j'en appelle à vos consciences, j'en appelle à vos sentiments à tous, quel est le grand péril de la situation actuelle? L'ignorance. L'ignorance encore plus que la misère. L'ignorance qui nous déborde, qui nous assiège, qui nous investit de toutes parts. C'est à la faveur de l'ignorance que certaines doctrines fatales passent de l'esprit impitoyable des théoriciens dans le cerveau des multitudes. Et c'est dans un pareil moment, devant un pareil danger, qu'on songerait à attaquer, à mutiler, à ébranler toutes ces institutions qui ont pour but spécial de poursuivre, de combattre, de détruire l'ignorance. On pourvoit à l'éclairage des villes. On allume tous les soirs, et on fait très bien, des réverbères dans les carrefours, dans les places publiques. Quand donc comprendra-t-on que la nuit peut se faire dans le monde moral et qu'il faut allumer des flambeaux dans les esprits? Oui, messieurs, j'y insiste. Un mal moral, un mal profond nous travaille et nous tourmente. Ce mal moral, cela est étrange à dire, n'est autre chose que l'excès des tendances matérielles. Eh bien, comment combattre le développement des tendances matérielles? Par le développement des tendances intellectuelles. Il faut ôter au corps et donner à l'âme. Quand je dis il faut ôter au corps et donner à l'âme, ne vous méprenez pas sur mon sentiment. Vous me comprenez tous. Je souhaite passionnément, comme chacun de vous, l'amélioration du sort matériel des classes souffrantes. C'est là, selon moi, le grand, l'excellent progrès auquel nous devons tous tendre de tous nos vœux comme hommes et de tous nos efforts comme législateurs. Eh bien, la grande erreur de notre temps, ça a été de pencher, je dis plus, de courber l'esprit des hommes vers la recherche du bien matériel. Il importe, messieurs, de remédier au mal. Il faut redresser, pour ainsi dire, l'esprit de l'homme. Il faut, et c'est la grande mission, la mission spéciale du ministère de l'Instruction publique, il faut relever l'esprit de l'homme. Le tourner vers la conscience, vers le beau, le juste et le vrai, le désintéressé et le grand. C'est là, et seulement là, que vous trouverez la paix de l'homme avec lui-même, et par conséquent, la paix de l'homme avec la société. Pour arriver à ce but, messieurs, que faudrait-il faire? Il faudrait multiplier les écoles, les chaires, les bibliothèques, les musées, les théâtres, les librairies. Il faudrait multiplier les maisons d'études où l'on médite, où l'on s'instruit, où on se recueille, où l'on apprend quelque chose, où l'on devient meilleur. En un mot, il faudrait faire pénétrer de toutes parts la lumière dans l'esprit du peuple. Car c'est par les ténèbres qu'on le perd. Ce résultat, vous l'aurez quand vous voudrez. Quand vous le voudrez, vous aurez en France un magnifique mouvement intellectuel. Ce mouvement, vous l'avez déjà. Il ne s'agit pas de l'utiliser et de le diriger. Il ne s'agit que de bien cultiver le sol. L'époque où vous êtes est une époque riche et féconde. Ce ne sont pas les intelligences qui manquent, ce ne sont pas les talents, ce ne sont pas les grandes aptitudes. Ce qui manque, c'est l'impulsion sympathique. C'est l'encouragement enthousiaste d'un grand gouvernement. Je voterai contre toutes les réductions que je viens de vous signaler et qui amoindriraient l'éclat utile des lettres, des arts et des sciences. Je ne dirai plus qu'un mot aux honorables auteurs du rapport. Vous êtes tombés dans une méprise regrettable. Vous avez cru faire une économie d'argent, c'est une économie de gloire que vous faites. Je la repousse pour la dignité de la France. Je la repousse pour l'honneur de la République. Du Fonds social, il y a aussi un président régional. Ça tombe bien, le président régional est là. J'appelle Lionel Stoa pour nous dire quelques mots au nom du Fonds social juif unifié de la région. Merci, bonsoir.
c'est presque aussi compliqué qu'en politique, mais moi j'ai bien compris qu'on pouvait voter Victor Hugo. Alors j'essaie de ne pas me tromper de papier, parce qu'il y a pas mal de papiers. Voilà, mais moi j'en ai deux, rassurez-vous. D'abord, je voudrais vous dire quand même que je suis vraiment très heureux d'être ici et de voir cette salle bondée comme ça. Il y a des circonstances, on dit souvent « chers amis » quand on commence une intervention, mais là je pense que je peux dire « chers amis » sans faire exception de qui que ce soit et sans me tromper. Si je parle comme ça, vous m'entendez? Bon. Donc j'ai bien compris après... Tu n'es pas Olivier Citruc. Que je n'aurai pas de rôle. Ça, j'ai bien compris. Non, je suis très heureux effectivement parce que le centre Edmond Flegg, vous l'avez compris, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Et depuis toujours. Alors pour moi, c'est particulièrement important parce qu'en plus, on a le même âge. Et ça, c'est une confidence que je vous fais. Et puis surtout, vous le savez, on l'a vu, c'est né d'une initiative du Fonds social Juif unifié, effectivement, d'une initiative nationale qui a été faite en étroite collaboration, ça a été très bien dit dans le film, avec la vie juive locale, et ça, c'est extrêmement important. Et sa création, en fait, cette création, ça illustre vraiment, je dirais, à merveille la mission qui est celle du Fonds social Juif unifié, mais pas seulement, qui est celle de toutes les institutions communautaires, qui est d'inscrire la vie juive dans la cité. Et ça, c'est très important, et je suis ravi ce soir, effectivement, qu'il y ait ici présent Marie-Hélène Amselem, Romain Simarano, j'ai vu Bruno Janzana, je vois Ludovic Pernet. C'est important que les institutions, nos grandes institutions, soient présentes, soient à nos côtés, parce que véritablement, une des missions de Flegg, elle réussit merveilleusement, c'est d'inscrire tout ça dans la cité, et c'est important. Alors le choix du nom Edmond Flegg, c'est pas anodin non plus, ça traduit quand même ce qu'on porte de précieux, j'ai envie de dire. L'idée que, je vais essayer de ne pas trahir sa pensée, mais qu'un juif, en fait, en assumant pleinement son héritage et son appartenance à la société dans laquelle il vit, porte une responsabilité, en quelque sorte, particulière, de justice, de fraternité, d'ouverture envers tous. Et c'est là l'esprit, effectivement, qui nous anime et qui anime le Centre Flegg, et c'est ce qui fait qu'il est aussi vivace, j'allais dire, dans la cité. Alors, au fil des décennies, c'est une association qui s'est imposée comme un partenaire privilégié du Fonds social Juif unifié, bien sûr, mais j'allais dire aussi, on peut dire, comme notre bras armé de la culture, qui est un de nos pans d'activité, et puis qui a su trouver sa place surtout au cœur de Marseille, et pas seulement, parce que ça rayonne au-delà de Marseille. Et ça, c'est, je dirais que grâce à Evelyne, grâce à toute l'équipe, grâce à Karine, grâce à Paul, grâce à tous les présidents qui sont succédés, j'ai une pensée émue d'ailleurs pour Martiniana, ça a été fait dans la cité et aussi avec la cité, en cultivant un pluralisme qui est vraiment fidèle à l'esprit, aux valeurs juives, j'allais dire, et à l'esprit républicain. Voilà, si le Centre Flegg fait vraiment vibrer aujourd'hui, continue de vibrer, c'est grâce à toute l'équipe, c'est grâce à toutes les initiatives qui ont été citées, avec les rencontres, que ce soit des artistes, des penseurs, des jeunes, des publics vraiment d'horizons très variés. Et pour moi, le Centre Flegg, c'est pas seulement le premier étage de laïcité. D'ailleurs, ici, vous êtes chez vous, hein, c'est pas la maison du Fonds social Juif unifié, c'est une maison qui a été bâtie par le Fonds social Juif unifié pour que chacun d'entre vous soit chez lui. Et vous êtes chez vous, et le Centre Edmond Flegg est plus que tout le monde, j'allais dire, puisqu'il est là depuis le départ, chez lui. Et donc, moi, ce que j'ai vu, en fait, ici, je suis venu des fois en tant que spectateur, des fois en tant que musicien, et il y a eu des choses folles. Je me rappelle un jour d'avoir joué avec Ofer Ganor, qui est un des plus grands guitaristes au monde, qui joue avec des stars internationales comme Herbie Hancock. Et Flegg a cette capacité à prendre quelqu'un qui est tout petit comme ça, à le mettre à côté d'un musicien international et de créer la rencontre. Et ça, c'est assez exceptionnel, il faut le dire. Et puis, tout ça, en fait, qu'on soit spectateur, qu'on soit acteur, ici, on se sent vraiment chez nous. Et ça, je voudrais vraiment témoigner de tout ce qui est mis en œuvre par mon ami Evelyne Citruc, parce qu'on a un long parcours aussi ensemble, pour que chacun vraiment trouve sa place et qu'il y ait toujours cette pluralité. Voilà, j'espère que ça va continuer comme ça, parce qu'on en a besoin. J'espère qu'on va pouvoir continuer à vibrer ensemble avec Flegg. En tout cas, je veux te dire, Evelyne, à quel point tu as le soutien, tu le sais, du
du FSJU et à quel point tu nous trouveras toujours à nos côtés. Je vous remercie et puis chapeau bas à toute l'équipe et excellent anniversaire. Alors j'appelle maintenant le président du CRIF Marseille-Provence, Bruno Benjamin. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai rien préparé. Et je prends plaisir d'abord à être là, bien évidemment. Et je vais essayer d'évoquer les choses avec le cœur. Parce que je crois que c'est dans l'âme du juif d'évoquer les choses avec le cœur. Je voulais remercier les élus qui sont là, les responsables de cabinet, comme Romain, merci Ludovic, merci à, je crois qu'il y a Johan Lévy aussi, il y a la maire du 6-8, Olivia Fortin, Marie-Hélène, Amsterdam. Vous pouvez constater, mesdames et messieurs, les élus, que la salle est comble et qu'il faut, à partir de là, à partir de ce constat, augmenter les subventions. Le centre Flegg en a besoin. Je voulais aussi vous dire qu'il y a quelques jours, on évoquait avec Evelyne le fait que la communauté ne jouisse pas d'une très grande salle pour organiser des événements quelconques. Et elle me dit, je voudrais que toi, Bruno, tu sois le porteur de ce projet, parce que je connais ton abnégation, ton courage, je ne sais pas si j'en ai d'ailleurs, mais en tous les cas, c'est ce qu'elle m'a dit. Et il faudrait qu'on porte ce projet pour réaliser ce rêve un peu fou, ce vieux souhait en tous les cas. Et on va essayer, et ça tombe très bien qu'il y ait Lionel aujourd'hui, Stora, parce que c'est le Fonds social qui a les cordons de la bourse. Donc on va essayer de le taxer libre pour mener à bien ce projet. Voilà une salle, et puis je ne vois pas pourquoi d'ailleurs ça ne pourrait pas être le cas. Je crois que c'est Édouard Herriot qui disait la culture, c'est ce qui demeure dans l'homme lorsqu'il a tout oublié. Et je trouve que cette phrase, elle est magnifique. Parce que tout est culture en réalité. Et je crois qu'on ne le perçoit pas toujours. Il faut qu'on aille au théâtre, au cinéma, à l'opéra ou ailleurs pour constater qu'on est dans la culture. Mais je crois que moi, lorsque j'échange avec Evelyne, lorsque j'échange avec d'autres, lorsque j'échange tout simplement, j'estime aussi qu'on fait de la culture. Parce qu'on apprend toujours de l'autre. Et je crois que c'est très important de l'avoir à l'esprit, parce qu'on n'est pas forcément tenu d'aller dans un lieu culturel pour faire de la culture. Et je crois que c'est le sens de l'homme d'apprendre de l'autre. Et il faut être dans cette démarche. Alors 60 ans, c'est un joli âge. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Ariel Goldman, c'est la moitié de 120. Moi, je vous souhaite d'aller beaucoup plus loin que 120, parce que 120, ça voudrait dire que c'est la fin de quelque chose, d'une aventure. Et cette aventure, elle est tellement belle ici, avec tous ceux qui se sont succédés. Je vois Robert aussi, qui est... Excuse-moi Robert, un vieux de la vieille du centre Flegg. Voilà. Mais non, mais tu es encore très jeune, Et je sais aussi tout ce que tu as donné à ce lieu, tout ce que les uns et les autres ont apporté à ce lieu. Je pense aussi, bien évidemment, à Martine, qui nous a quittés il y a peu de temps, très jeune. À tous ceux qui se sont succédés, Raymond, je vois Raymond, bien évidemment Evelyne et tous les autres. Et je dois dire que lorsqu'on arrive ici, on se sent, je crois que c'est Lionel qui disait tout de suite chez nous, on se sent à la maison, parce qu'on se retrouve, et encore entre midi et deux, on avait une réunion très importante avec un acteur social, ici, et ça nous a permis d'échanger. Ça veut dire que ce lieu, finalement, c'est un lieu de rassemblement, et je crois que les Juifs, aujourd'hui, dans la cité,
dans la cité, je crois que c'est important de le dire et de le répéter, ont besoin de ce lieu justement pour, d'une part, s'exprimer entre eux, mais à l'égard des autres aussi. Parce que ça doit être un lieu de rencontre aussi multiculturel et pas seulement intra-juif. Voilà. Donc, merci à Karine, merci à Evelyne, merci à Paul, qui œuvre au quotidien. Je suis assez souvent ici, donc je les vois œuvrer. Je suis impressionné d'ailleurs par tout le cœur à l'ouvrage qu'ils y mettent, parce que Evelyne se donne corps et âme, et je suis fier de ce qu'elle fait avec son équipe, fier de ce que ce centre représente, ce qu'il a représenté, ce qu'il représente aujourd'hui, ce qu'il représentera, et je crois que c'est vraiment un des fleurons de la communauté. Merci. Alors nous allons poursuivre notre soirée avec le petit truc, puisqu'il est là, on l'utilise quand même, qui va nous lire les deux derniers textes de la soirée. Alors le premier c'est un poème de Boris Vian, qui s'appelle « Il casse le monde ». Et si vous allez sur YouTube, vous allez pouvoir voir que Jean-Louis Aubert, à une époque, dans les années 90, l'avait mis en musique. Je dis ça parce que je suis assez fan. Donc, et le dernier texte, ce sera un texte d'André Chédid, « Liberté ». Donc j'enlève le micro. Il casse le monde. Il casse le monde en petits morceaux. Il casse le monde à coups de marteau. Mais ça m'est égal. Ça m'est bien égal. Il en reste assez pour moi. Il en reste assez. Il suffit que j'aime. Une plume bleue, un chemin de sable, un oiseau peureux. Il suffit que j'aime. Un brin d'herbe mince, une goutte de rosée, un grillon de bois. Ils peuvent casser le monde en petits morceaux. Il en reste assez pour moi. Il en reste assez. J'aurai toujours un peu d'air, un petit filet de vie, dans l'œil un peu de lumière, et le vent dans les orties, et même s'ils me mettent en prison, il en reste assez pour moi. Il en reste assez. Il suffit que j'aime. Cette pierre corrodée, ces crochets de fer, où s'attarde un peu de sang, je l'aime. Je l'aime. La planche usée de mon lit, la paillasse et le chalit, la poussière de soleil. J'aime le Judas qui s'ouvre, les hommes qui sont entrés, qui s'avancent, qui m'emmènent. Retrouver la vie du monde et retrouver la couleur. J'aime ces deux longs montants, ce couteau triangulaire, ces messieurs vêtus de noir. C'est ma fête et je suis fier. Je l'aime, ce panier rempli de sons où je vais poser ma tête. Oh, je l'aime pour de bon. Il suffit que j'aime. Un petit brin d'herbe bleue, une goutte de rosée, un amour d'oiseau peureux. Ils cassent le monde avec leur marteau pesant. Il en reste assez pour moi. Il en reste assez, mon cœur. La liberté. La peau minérale des tyrans emmaillote l'espace, multiplie ses écailles sur les cités avares de portes, sur les bouches plâtrées. Pourtant, plus nue que l'herbe et grosse de printemps, la vie trame sans fin la débâcle des idoles, ranime l'éclat de l'eau sur les fleuves de sang. Pourtant, plus aiguë que la foudre, la vie tranche les nœuds de la peur, condamne les nuits en armes et nomme à faire frémir de douceur toutes nos clairières inavouées. Nomme la parole ouverte, respire déjà en chacun.
Bon anniversaire au Centre Flegg de Marseille. 60 ans, c'est quelque chose d'important. C'est la moitié pour arriver jusqu'à 120 ans. Donc je souhaite évidemment jusqu'à 120 ans à ce centre important de vie juive, créé et initié par le Fonds social juif unifié en son temps, et toujours très proche de nos activités, de nos centres d'intérêt. Je voudrais féliciter particulièrement sa présidente, mon amie Evelyne Citruc. Nous avons tellement de points communs, tellement d'histoires en commun. Nos parents étaient amis et je pense que c'est pas un hasard si nous nous retrouvons en même temps dans des responsabilités parallèles. Longue vie au Centre Flegg et beaucoup de courage et beaucoup de force à Evelyne et à toute l'équipe. Et Mazel Tov, 60 ans, c'est merveilleux pour le Centre Flegg, qui est porté avec engagement, avec force, avec tonicité, et avec une telle chaleur humaine extraordinaire par Evelyne Citruc, que c'en est un bonheur pour toute la ville de Marseille et plus largement pour la région. C'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu à l'image de Edmond Flegg, dont il porte le nom, parce qu'Edmond Flegg c'était un homme profondément juif, un homme profondément français, un homme profondément attaché à Israël, et qui a anticipé tous les besoins de la communauté juive jusqu'à aujourd'hui. Fondateur des Éclairs évangéliques de France, fondateur de l'amitié judéo-chrétienne, bref, au carrefour de tout ce que le judaïsme pense pour lui et pense pour le monde, pour la société. Alors longue vie au Centre Flegg, et que vous soyez toujours, par cette ouverture et par cette capacité à faire réfléchir les gens les uns avec les autres, capables de porter ce que affirmait Apollinaire, Guillaume Apollinaire: toute opportunité qui arrive et qui n'est pas moi-même m'amène une part de moi-même. Bon anniversaire. Mes chers amis, je suis très content de fêter avec vous le 60e anniversaire de la Fondation Flegg, qui a fait tant de choses à Marseille. Et moi, je suis ravi de travailler avec vous et de travailler avec Evelyne Citruc. Avec Evelyne Citruc, on partage deux choses. La première chose, qu'on pense que la mémoire de la Shoah doit être liée avec tous les autres mémoires des génocides, les génocides des Tutsis, les génocides des Arméniens, aussi des crimes contre l'humanité qu'il y a eu en Amérique latine et qu'il y a eu dans beaucoup de parts du monde. Et le deuxième chose que je partage avec Evelyne, c'est l'idée que on doit travailler pour la justice de tous les êtres humains. Ça veut dire que si on lutte contre l'antisémitisme, on doit aussi lutter contre tous les haines qu'il y a dans le monde. Alors, ce serait une grave erreur de séparer la bataille contre l'antisémitisme avec les batailles contre les autres haines qu'il y a aujourd'hui dans toute la planète. Et aussi avec Evelyne et avec votre fondation, on partage l'idée des jardins des justes. On est en train de construire à Marseille un très important jardin des justes universel. Et moi, je suis ravi que vous êtes venu à Milan à voir avec votre délégation le jardin des justes, et de travailler aussi avec nous ensemble dans le monde entier. Pourquoi aujourd'hui, Garivo, notre fondation, elle cherche de créer avec les Nations Unies des jardins dans tous les pays du monde. Pourquoi? Il y a l'idée que dans ce monde aujourd'hui comme ça divisé, comme ça bouleversé, on doit lancer à l'humanité entière l'idée de fraternité et du bien humain. Alors, les jardins des justes montrent l'exemple, la possibilité des hommes de résister au mal et surtout d'aider les autres et de sauver les vies et de sauver les démocraties et de sauver la planète de toutes ces contradictions. Alors, ça c'est notre ambition et notre grand rêve que moi je partage avec Evelyne, c'est d'imaginer qu'aussi la journée des justes universelle soit aussi célébrée en France et soit aussi approuvée par l'Organisation des Nations Unies. On a l'idée que
la chose plus importante que nous, on pourrait donner à l'humanité, c'est ces jardins des justes qui montrent l'exemple moral de ce qu'on peut appeler l'élite de l'humanité. Alors moi, je me ravis de votre célébration ce soir et je célèbre avec tout Garivo votre grande fête. Bravo, bravo, et j'espère de venir bientôt à Marseille pour l'inauguration du Jardin des Justes. Bonjour à tous, bonjour à mes amis du centre Edmond Flegg. Comme vous le voyez, je suis dans un aéroport d'un colloque à l'autre et je ne peux pas laisser passer l'occasion des 60 ans du centre Edmond Flegg pour vous dire à quel point j'apprécie ce centre et ses activités. Évidemment, je suis très lié à la communauté juive de Marseille et j'apprécie beaucoup les activités culturelles et l'attachement à Israël que vous manifestez tous. Évidemment, je connais surtout une très grande amie qui est Evelyne Citruc, que je connais comme Evelyne Warszawski, et Karine, Paul et toute l'équipe très sympathique du centre. Alors je souhaite au centre Edmond Flegg de très nombreuses années encore d'action, d'activité pour la communauté juive, pour Israël. Et j'ai fait la connaissance du centre, en fait, il y a peu de temps, lorsque j'ai accompagné mon fils Binyamin, qui a joué des œuvres d'Eleonora Duarte au clavecin. J'ai pu voir une très nombreuse assistance, tous les amis du centre Edmond Flegg, et j'y reste très attaché. J'espère que nous ferons une nouvelle activité très prochainement. Alors bravo, et puis encore de longues années d'activité excellentes comme ce que vous faites généralement. À bientôt. Nous avons parlé avec ce soir avec vous. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.